On va poursuivre ça et le moment est venu pour nous de nous tourner vers les États-Unis, vers New York, 78e session. J'allais dire, bon, évidemment, je me trompe là-dessus. Avant d'aller aux États-Unis, on va parler plutôt de la CEDEAO. Le temps que Babel essaie de joindre notre premier invité du côté des États-Unis, cabinet rapidement, vous allez livrer ça. On parle du Niger. Et pour sa libération, Mohamed Bazoum saisit la justice de la CEDEAO. Il y a même un auditeur qui a envoyé un message là-dessus qui pense que c'est un signe de désespoir. Est-ce que c'est la même chose que vous pensez? Oui, ça peut bien être ça, puisqu'on recourt aux juridictions supranationales que quand on n'a plus confiance à la justice interne ou que l'on n'est pas d'accord avec la décision de cette justice. Il faut dire qu'avant que cette plainte soit donc portée devant la Cour de justice de la CEDEAO, qui est intervenue donc le 18 septembre et donc est rendue publique le 20 septembre, l'avocat donc de M. Bazoum, de son enfant Salem et de sa femme Aziza demande le rétablissement donc de M. Bazoum dans ses droits. Donc il porte plainte contre l'État nigérian d'avoir aujourd'hui arrêté arbitrairement ces trois personnes-là. Et aussi, il parle du fait que l'on entrave leur liberté d'aller revenir. Il faut rappeler qu'avant ça, en août déjà de cette année, la junte militaire au Niger a porté plainte contre Bazoum pour atteinte à la sûreté de l'État, mais aussi pour violation des droits. Alors, on parle là de violation des droits politiques, puisqu'ils l'avocat Seydou Diagne de M. Bazoum demande à ce que le président nigérien Bazoum soit rétabli dans ses droits et qu'il puisse continuer à gérer le pouvoir parce que son mandat finit le 2 avril 2026. Bien. On comprend là que c'est un cri de cœur, il est complètement désemparé, il compte plus sur rien parce qu'aujourd'hui, moi je pense que c'est plus pour la libération de Bazoum que son rétablissement à son pouvoir. Parce qu'il faut aussi dire que quelle va être la possibilité pour Bazoum, même si l'État nigérien venait à être condamné par la Cour de justice de la CEDEAO, est-ce que l'État nigérien, les actuelles autorités vont se voir contraintes de s'appliquer cette loi, parce qu'il faut quand même, cette décision, si éventuellement celle-ci était prise, bien, je ne pense pas, avec l'état actuel des relations entre la CEDEAO et le Niger, est-ce qu'ils accepteront de se faire violence en acceptant tout simplement de faire revenir monsieur Bazoum au pouvoir. Peut-être ce qui peut éventuellement être possible, c'est que s'il y a condamnation, qui libère Bazoum, sa femme et éventuellement son fils. Bien. Ça reste bien. Des questionnements. Un recours pour excès. Plusieurs interrogations. Et on comprend bien qu'aujourd'hui, Bazoum se rend bien compte que en termes de recours interne, il n'y a aucune possibilité pour lui, ou peut-être qu'il a perdu espoir. Oui, Emmanuel Milimono, est-ce que cette demande est un signe de désespoir? Est-ce que Bazoum désespère d'une intervention de la CEDEAO, donc à travers sa force, de pouvoir donc le rétablir dans ses fonctions? Ajouter à cela la sortie de Macky Sall chez nos confrères donc des RFI qui disait, quand on lui a demandé sur cette intervention, il dit que autres États de la CEDEAO sont prépositionnés, mais attendent que l'État le plus voisin immédiatement donc, au Niger, c'est donc le Nigeria, en même temps dont le président assume le rôle de président en exercice de la CEDEAO, donne le ton, c'est-à-dire que donc le président nigérian donne le ton. Est-ce que tout ça résume le fait qu'il n'y aura pas d'intervention et que Bazoum est en train de perdre le moral, le mental et désespère? Non, moi je ne pense pas que c'est un désespoir. Je pense que, parce qu'il faut prendre quand même cette plainte comme une étape assez importante dans ce qui se déroule actuellement au Niger.
c'est pas un désespoir, à mon avis. C'est pas un signe de désespoir. C'est pas un signe de désespoir. Pour moi, c'est plutôt un signe d'avancée. Parce que quand vous regardez un peu ces projets d'intervention de la CEDEAO, beaucoup cherchent des justifications juridiques à cette intervention. Vous en avez aujourd'hui qui vous disent que la CEDEAO n'a pas de justification légale. Il n'y a pas de base légale. Il n'y a pas de base légale sur laquelle la CEDEAO peut intervenir. Maintenant, regardez les pays, par exemple, où il y a eu des interventions. On a eu, par exemple, le Mali. Le Mali était sur le point de tomber. C'était une avancée djihadiste. Il a fallu que le Mali demande lui-même à la France d'intervenir pour que la France intervienne. Pourtant, la France était aussi prête. Mais elle a dit il faut que les autorités du Mali nous saisissent. Alors, qu'est-ce que moi je vois dans cette situation du Niger? Puisque la CEDEAO, il y a un débat autour de la base légale sur laquelle elle va intervenir militairement, je pense que Mohamed Bazoum est en train de donner cette base légale. Parce que lorsqu'il porte plainte à la Cour de justice de la CEDEAO à laquelle dont le Niger est membre, et il se décrit en réalité, lui et sa famille, comme des gens pris en otage. Bien. Parce qu'il se présente comme le président du Niger, lui, sa femme et ses enfants sont empêchés d'aller et de revenir, son pouvoir qui lui a été confié par les Nigériens de manière légale a été renversé, et il dit, il ne parle pas des autorités nigériennes, il dit à la Cour de justice de la CEDEAO de s'adresser à ceux qui se font appeler, je cite, se font appeler autorités du Niger. Donc, Mohamed Bazoum essaie aujourd'hui de dire à la Cour de justice de la CEDEAO, je suis un otage, ma famille est prise en otage, donc nous sommes des otages. Et sur cette base, la CEDEAO a un argument légal. Un chef d'État démocratiquement élu est pris en otage. Et en ce moment, l'institution, de mon point de vue, obtient une avancée en termes d'instruments sur lesquels elle peut intervenir. Parce que si la Cour de justice de la CEDEAO en venait à effectivement donner raison à Mohamed Bazoum, cela voudra dire que la Cour de justice de la CEDEAO, implicitement la CEDEAO, accepte qu'un chef d'État démocratiquement élu a été pris en otage par une bande armée. Parce qu'on ne les appelle pas les autorités du Niger, on les appelle ceux qui se font appeler autorités du Niger. Donc, Mohamed Bazoum est plutôt en train, de mon point de vue, d'offrir une base légale à la CEDEAO pour qu'elle puisse intervenir et de ce point de vue, donc, libérer une famille qui est prise en otage, d'ailleurs un citoyen d'abord qui est pris en otage, mais un président qui a aussi été élu, donc renversé et pris en otage par des hommes armés. Je pense que c'est cela aujourd'hui le message. Oui, mais en même temps, bon, évidemment, il s'est adressé à la CEDEAO, mais quand je pars au-delà de la CEDEAO, la communauté internationale, l'Assemblée générale des Nations Unies, il paraît justement que c'est un ministre des Affaires étrangères envoyé par les putschistes du Niger qui représente le pays. Non, ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport. Non, moi je fais le rapport. Non, en fait, ça n'a pas de rapport. L'Assemblée générale s'adresse à la CEDEAO, il s'adresse aussi aux Nations Unies. L'Assemblée générale des Nations Unies reçoit tous le les monde. pays membres. D'accord. Qui que vous soyez, si vous venez au nom d'un pays, on ne peut pas vous empêcher de venir. Donc, même c'est la foire, c'est la foire au pays. Mais attention, Bazoum aurait pu dépêcher son ministre des Affaires étrangères. Où sont-ils? Qui est en France. Oui, non, il n'est pas bloqué au pays. Lui, il est en France. Donc lui, il aurait pu... Qui te dit qu'il n'y est pas? Non, voilà. Maintenant, si les deux se présentent devant le siège... Il est d'ailleurs présent en New York. Oui, mais qui d'entre les deux a accès à la salle? C'est celui du Niger. C'est celui qui est envoyé par la junte. Il y a un constat quand même aujourd'hui qu'il faut faire. Maintenant, les Nations Unies devraient donner accès plutôt à celui de Bazoum à la salle. C'est mon point de vue. Il y a le ministre des Affaires étrangères légal, il y a le ministre des Affaires étrangères illégal. Voilà. Maintenant, on a donné accès à l'illégal à la salle. Pendant ce temps, Bazoum, évidemment. Non, mais j'ai envie de dire qu'il y a une contrainte justement à ça, c'est que c'est en fait la question de temporalité. C'est que entre le dépôt de la plainte et le jugement du dossier, très souvent devant la cour de justice de la CEDEAO ou tous les autres types plutôt de justice supranationale, ça met vraiment du temps. Bien. Est-ce que ils auront en précision, il a demandé dans la même plainte que la cour de justice examine la plainte en procédure accélérée. Oui, justement. Il a fait la demande. Et justement, cette demande-là, en plus qu'elle est formulée, est-ce que ça va aller aussi vite? Pendant ce temps, le CNSP... Donc c'est une crainte que vous nourrissez. Oui, bien sûr. Même si, sincèrement, je pense que tout ça, c'est mort. Quoi. Bien, Jarey, là-dessus. Une petite question, enfin, parce que moi, j'ai lu l'avocat du président Bazoum, qui disait qu'ils ont porté plainte pour séquestration, mais après, pour qu'ils soient rétablis dans ses fonctions. Est-ce que, de ce point de vue, est-ce que la Cour de justice de la CEDEAO est compétente pour trancher dans de telles situations?
Parce que là, par rapport aux coups d'État qui sont intervenus dans la sous-région... Oui, la CEDEAO a des actes, je veux dire... Oui, mais après, on parle de conventions qui sont signées, on parle de la justice, là. Donc, je me pose vraiment cette question. Est-ce que la Cour D'accord, merci. Bien, oui, basez-vous là-dessus. Ouri, la saisine de la Cour de justice de la CEDEAO de Bazoum à travers son avocat pour arrestation et détention arbitraire, c'est l'illustration que les options diplomatiques, les actions politiques qui ont été initiées jusque-là par la CEDEAO, je ne dis pas qu'elles ont échoué, mais pour le moment, tardent à obtenir un effet sur le terrain puisque le CNSP est en train de s'installer. Il est même allé dans une sorte d'alliance des États du Sahel avec le Burkina et le Mali. Voilà. Le fameux Liptako Gourma qui a été l'accord qui a été signé en cas d'intervention, d'assistance collective sur les questions de défense, de sécurité et tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, la démarche de Bazoum n'est pas une démarche anodine parce qu'en réalité, sur la prise d'otages, moi, je pense plutôt que la Cour de justice de la CEDEAO peut examiner cette question en profondeur. Bien. Parce qu'il constitue aujourd'hui un peu la garantie du CNSP. Parce que le CNSP se dit aujourd'hui, si nous libérons Bazoum, son fils, sa famille, qu'est-ce qui va nous rester comme garantie, d'autant plus que la CEDEAO brandit moins de chantage parce que la CEDEAO brandit aujourd'hui l'option militaire. C'est vrai, on a vu les chefs d'État les chefs d'État des différents pays aujourd'hui en conclave. Pour le moment, ce qui est évident, c'est une option sur la table, mais moi je ne crois pas plutôt à son efficacité. Et comme Cabinet l'a dit, même si la Haute Cour de justice condamne le CNSP, est-ce que cette sanction pourra être appliquée aux poussistes qui gèrent aujourd'hui le Niger? Est-ce qu'on peut les demander de libérer le pouvoir comme Mohamed Bazoum le demande en le rétablissant dans ses fonctions? Je ne crois pas du tout à cette option. Et l'option militaire est-elle à exécuter dans les jours à venir, d'autant plus que le CNSP utilise la population comme une sorte de bouclier humain et au quotidien. Lincoln, parce que tous les jours, ils mettent dans la rue les populations parce qu'ils ne savent pas à quel moment on va intervenir. Donc stratégiquement et tactiquement, quand vous avez des humains comme boucliers dans les rues de Niger, est-ce que l'intervention est possible en 30 secondes? Quand ces humains auront faim, ils ne pourront pas manifester. Parce qu'on manifeste quand on a quelque chose dans le ventre. La crise est en train de s'exacerber au niveau du Niger. Alors, le temps donne raison à la CEDEAO, puisque dans un premier temps, la CEDEAO avait opté et avait choisi l'option militaire. Et beaucoup de critiques avaient dit que la CEDEAO devrait privilégier les voies diplomatiques, le dialogue, tout ce que vous savez. Mais depuis ce temps, combien de voies diplomatiques ont été utilisées, mais pour quel résultat? Bien. Aujourd'hui, il y a la voie judiciaire parallèlement à la voie diplomatique qui est utilisée. Et demain, on ne pourra pas dire que la CEDEAO n'est pas patiente. Donc, après toutes ces voies de recours, et peut-être sans solution, la CEDEAO pourrait encore tenter l'action militaire. Mais vous comprendrez que la junte au Niger est en train de faire juste un chantage. On prend un homme en otage en guise de garantie. Sinon, les gens n'ont aucune volonté de négocier quoi que ce soit. Voilà, merci beaucoup Lincoln. C'est le moment d'aller à notre deuxième pause. Et juste après, on va se tourner vers les États-Unis, comme je l'ai dit tantôt, et on va donc prendre successivement des intervenants de ce côté. Et puis, dans la journée, bien entendu, après le discours du colonel, sous l'égide du directeur de la radio, une édition spéciale va bien entendu suivre pour fact-checker le discours et prendre toutes les opinions possibles autour de ce discours. À la pause et derrière, on se retrouve.